banlieues vous a été attribué à l'issue de cette opération auprès des banlieues. 105 permis pour les banlieues. Permis de conduire, bien sûr. Le thème de la sécurité est un thème qui nous est cher, mais nous vous laissons la parole. Mon général. Oui. Vous m'entendez? Alors, si vous voulez, je vais aborder le sujet des banlieues que je commence à connaître, parce que ça fait 15 ans que j'y traîne mes guêtres, pas tout seul, je vous rassure, parce que j'y survivrai pas. Mais je vais essayer de vous exposer ce qui m'a amené à traiter, à aller dans ces banlieues, et puis voir cette évolution depuis 15 ans, avec une grande question, la question qui se pose, va-t-on vers une guerre civile? Alors je vais aborder ce cheminement, j'allais dire intellectuel et physique dans nos banlieues, en 4 parties. La prise de conscience tout d'abord, une prise de conscience qui fut la mienne et un certain nombre d'autres personnes. L'application sur le terrain, comment on nous fait. Le changement de posture devenu nécessaire avec tout ce qui se passe et tout ce que nous vivons aujourd'hui. Et puis finalement, va-t-on vers une guerre civile? Parce que la question peut se poser, vous voyez tout ce qui se passe aujourd'hui à la télévision par les rapports divers et variés, c'est quand même une question prégnante. Alors la prise de conscience, elle a été mienne en 2005, lorsque j'étais adjoint du gouverneur militaire de Paris, et fort de mon expérience, comme il a été dit là, je me suis posé la question simplement. Rappelez-vous, 2005, c'était déjà des bagarres dans les banlieues, c'était des jeunes qui avaient escaladé un mur, qui avaient été électrocutés sur un pneu EDF, sur un truc EDF, bref, une guerre larvée sur X banlieues, tant et si bien que on s'est posé la question avant, comment se fait-il, comment se fait-il que la Légion étrangère, qui regroupe 150 nationalités, on en fait les meilleurs soldats du monde depuis 150 ans, et que dans nos banlieues où nous avons au maximum 15 à 20 nationalités, nous ne soyons pas fichus d'en faire les meilleurs citoyens au monde. Voilà. Donc c'est quand même une question que je me taraudais en me disant mais comment va-t-on faire? Et là, en même temps, comme dit l'autre, chez le gouverneur militaire de Paris, un chef d'entreprise qui faisait partie de la réserve citoyenne est venu me voir en disant écoutez mon général, moi je suis chef d'entreprise dans le 93, dans le 9-3, disons-nous. J'ai une entreprise, j'essaie de la faire croître, mais je n'arrive pas à trouver de main-d'œuvre parce que, et si je ne trouve pas cette main-d'œuvre jeune, je vais être obligé de mettre la clé, de renoncer à aller plus avant et finalement de mettre la clé sous paillasson. Et à côté de ça, j'avais dans mon escarcelle, en tant qu'adjoint du gouverneur militaire de Paris, des réservistes à la jeunesse et à la citoyenneté qui sont des formateurs de banlieue, qui sont issus d'une immigration récente, qui ont la foi chevillée au corps, qui chantent la Marseillaise, qui hissent le drapeau bleu, blanc, rouge. Vous disiez, moi, mon général, je suis dans ma banlieue, je me bavaille que vaille dans les quartiers, je suis dans les cages d'escalier, je fais venir des jeunes à moi, je leur fais faire un peu de sport, un peu de ceci, un peu de cela, mais je n'arrive pas à les amener vers le summum, c'est-à-dire l'emploi. Et j'ai des jeunes de 18-25 ans, il y a des uns qui ont des bracelets à la cheville, etc. Bon, bah, je dis, écoutez, alors, vous qui avez, me dit-il, vous qui avez toujours des idées, on voudrait vous écouter. Et donc, tout naturellement, j'ai réuni ces 2 personnes autour d'une table, nous étions 3, et en 2005, nous avons trouvé 105 permis pour 2005, comme il a été dit à l'instant, le permis de conduire permettant à des jeunes de revenir autour d'une table et de réapprendre le savoir, lire, compter, écrire, parce que obtenir le code de la route, c'est extrêmement compliqué. La deuxième chose, c'est quand vous avez le permis de conduire, vous êtes libre d'aller et de venir, libre d'aller dans votre entreprise, d'en sortir à des heures impossibles, quand il n'y a pas de train, pas de car. Et donc, le fil rouge a été le permis de conduire. Et vous remarquerez que 20 ans après, le permis de conduire, tout le monde en parle, et que c'est maintenant, j'allais dire, la condition sine qua non pour intégrer l'emploi. Alors, nous sommes partis cas un cas sur cette affaire-là, une idée, et nous avons essayé de la déployer pour faire en sorte d'obtenir, j'allais dire, un cursus qui permette à ces jeunes d'intégrer l'entreprise et aux entrepreneurs de récupérer chez eux
des jeunes qui n'étaient pas forcément destinés à entrer dans ces entreprises-là, hein, avec, vous voyez, des jeunes dont je veux parler, et il fallait que tout ce petit monde, finalement, trouve chaussures à son pied et puisse aller dans le dispositif. Alors c'est un cursus que nous avons mené, un cursus que j'ai appelé une coalition. C'est-à-dire qu'il était hors de question pour moi, sous l'uniforme, de créer une structure particulière, un lycée militaire, que sais-je encore, avec des professeurs, des murs, de nourrir les gens, voilà. C'est pas du tout. Moi, je me suis appuyé, nous sommes appuyés sur l'existant. Et vous savez ô combien que l'existant en France, c'est quelque chose d'important d'une part, et que chaque gouvernement qui change balaye en revers de main ceux qui ont fait les prédécesseurs. Ceux qui ont fait les prédécesseurs, ils restent dans des cages dorées, ils sont payés, rémunérés, mais ils ne font rien, et on crée systématiquement d'autres structures en disant les prédécesseurs c'est nul et vous allez voir ce que vous allez voir. Moi je suis parti d'un autre principe, j'ai dit il y a des gens sur le terrain qui font plus ou moins bien, ils n'ont pas forcément d'objectif, on va essayer de leur donner sens à leur action et faire en sorte qu'ils marchent avec nous. Et donc j'ai essayé de convaincre bien sûr, des jeunes, les formateurs de ces jeunes, les associations qui drivaient ces jeunes, que ce soit les associations qui soient le Pôle emploi ou que ça encore, une auto-école sociale, des formateurs de sport, une formation, des formateurs de banlieue pour faire cours en quelque sorte, les militaires pour avoir un 8 jours de préparation militaire entre guillemets, et faire en sorte qu'il y ait un cursus. Et l'idée que nous avions, c'est qu'il fallait véritablement donner à ces jeunes qui se cherchaient à la fois un emploi qui va permettre d'entrer dans la vie active et le sens de la nation. C'est-à-dire que c'était extrêmement important qu'ils retrouvent goût à la France. Et donc ça ne pouvait pas être quelque chose de décousu. Il fallait véritablement un cursus qui aille crescendo, où on ne désespère pas, ils retrouvent confiance en eux, et que les entreprises voient l'évolution de ces jeunes au travers des 6 mois. Donc ça a très bien marché, ça a été 105 permis pour 2005. Nous avons obtenu des financements éparpillés à la fois de la région, du département, etc. Et ça a permis, sur 105 jeunes, nous en avons 50% qui ont intégré l'entreprise en bout de 6 mois. Et c'était quand même un succès. Alors, l'objectif nous semblait atteint. Là-dessus, je quittais le service actif en 2006 ou 2006. Et là, il y a un grand patron qui est venu me trouver, qui a dit, mon général, j'aimerais que vous travailliez pour moi. Est-ce que c'est possible? J'ai pas de problème. Et hop, j'ai quitté mon uniforme et 8 jours après, j'étais dans une entreprise pour faire en sorte amener à cette entreprise, non pas 105 permis pour 2005, on avait changé de nom bien évidemment, et ça s'est appelé permis sport-emploi pour permettre à des jeunes de venir, d'acquérir ce savoir-être et d'intégrer l'entreprise. L'entreprise, c'est une entreprise d'énergie, donc il y avait pas mal de filiales qui pouvaient recruter ces jeunes. Alors j'ai travaillé comme ça de 2005 à 2018, pendant 13 ans. 2000 jeunes sont passés entre mes mains et 2000 jeunes ont intégré les entreprises. 2000. J'aurais pu en faire 10 fois plus, 100 fois plus. Aucun problème. On savait faire. Alors, quel était l'objectif, vous l'avez compris. Quel était ensuite, qu'est-ce qui nous a poussé, qu'est-ce qui nous a entraîné. Comme je vous l'ai dit, je n'avais pas de structure. Donc finalement, j'ai rencontré autour de moi une multitude de Françaises et de Français qui avaient envie de réussir, qui avaient envie de faire dans les administrations, dans les administrations publiques, privées, dans les entreprises, etc. Il y a une cohorte de gens, et c'est pour ça que je ne suis pas désespéré, malgré ce fait que j'ai entendu ce matin, il y a une cohorte de gens qui veulent que ça change. Et pour que ça change, il faut qu'il y ait un chef. Il faut qu'il y ait à un moment donné quelqu'un qui allume la lumière, qui dise « Ne vous inquiétez pas, on va réussir, suivez-moi ». Et je me suis rendu compte que ces gens m'ont suivi, ont été entraînés, ont marché d'un même pas. Et ce qui était réconfortant, c'est de voir que les jeunes que nous avons entraînés derrière nous ont tous suivi. Et ont tous été, j'allais dire, ont réussi. Et pourtant, je peux vous dire que quand vous êtes dans un fin fond d'un quartier et qu'on nous demande de réapprendre un tas de choses, d'arriver à l'heure, de changer d'habit, de se raser le matin, de mettre une cravate, etc., pour aller ensuite au boulot à l'heure dite, eh bien, c'est pas forcément évident. Et ils ont tous réussi, on en était extrêmement fiers. Alors, pourquoi, si vous voulez, nous n'avons pas persévéré? Alors, le succès autour des jeunes était vrai, était bien. C'est atteignable. Nous avons réussi à faire, à obtenir jusqu'à 95% de taux de réussite.
pour des jeunes qui n'avaient rien. Nous étions les meilleurs en France pour un coût complet pas cher, pour moins de 7 000 € par jeune sur plus de 6 mois. On payait tout, les formateurs, les déplacements, la visite médicale, les séjours en camp, les séjours sportifs, etc. etc. Nous étions les moins chers, mais nous n'avons pas réussi. Nous n'avons pas réussi à le faire entendre. J'ai rencontré le président de la République, des directeurs de cabinet, des ex-ministres. Mon général, ce que vous faites est formidable, and so what? Alors pourquoi? Pourquoi? Eh bien parce que c'est un semi-échec. Pourquoi? Parce que la politique de la ville est une politique dispersée. La politique de la ville, on en a parlé ce matin, ce sont X ministères qui touchent quelque chose, X structures qui touchent de l'argent pour faire, mais ne font pas forcément. On achète ainsi la paix sociale. Ce sont des financements éparpillés qui arrivent à intervalles irréguliers, et donc les formateurs attendent de l'argent. Mais quand vous voulez commencer quelque chose, et je vais vous dire un truc simple, si vous voulez que vos jeunes intègrent l'entreprise, il faut qu'ils intègrent l'entreprise au mois de septembre. Pourquoi? Parce que c'est l'entreprise qui recrute à partir de septembre, et c'est à ce moment où se font tous les stages. Hein, si vous voulez, tous les stages commencent en septembre, sur une année, c'est une année scolaire. Donc il vous faut, vous, l'année A-1, déjà réfléchir à tout ça, et que votre entreprise d'insertion puisse toucher déjà de l'argent dès l'année A-1 au mois d'octobre ou novembre. Or, l'administration vous dit, ah non, mais moi c'est fin de l'année calendaire, donc vous aurez votre argent au mois de janvier. Quelle est l'entreprise d'insertion qui n'a pas le sou, qui puisse récupérer l'argent? Donc on a toujours des difficultés. Donc très compliqué. Donc pour nous, c'est un semi-échec déchirant, puisqu'on pouvait faire beaucoup, notamment en Ile-de-France, où la présidence de l'Île-de-France me disait, mon général, allez-y, c'est formidable, on vous soutient. C'est vrai qu'ils m'ont toujours soutenu financièrement, mais c'est extrêmement compliqué. Alors, c'était une demande forte, et c'est toujours une demande forte. C'est pour ça que je suis assez optimiste, parce que je me rends compte que les jeunes que j'ai encore rencontrés avant-hier à Sevran sont prêts à suivre. Encore faut-il qu'il y ait la petite lumière, il y ait le déclencheur, il y ait l'envie des partenaires pour venir, et surtout qu'on arrête de mettre des difficultés à tous les niveaux. Alors le changement de posture, il y a un changement de posture, j'attaque si vous voulez le changement de posture, c'est la situation générale qui a totalement changé à partir de 2017-2018, 2019. Donc les flux migratoires ne sont toujours pas maîtrisés. C'est-à-dire que bien évidemment, si vous vous adressez à des jeunes à former dans nos quartiers divers et variés, que ce soit les banlieues ou la campagne, il faudrait évidemment fermer le robinet de l'immigration. C'est-à-dire comme vous avez une fuite d'eau chez vous, si vous épongez, ça ne servira à rien si vous n'avez pas fermé le robinet. Donc il faudrait véritablement qu'il y ait l'immigration qui s'arrête de manière à ce qu'on s'occupe vraiment de cette population. La deuxième chose, c'est la politique d'assimilation qui est un échec, et c'est un échec patent, et vous le savez très bien, parce que ça l'est dit ici ou là. Je vais vous donner, si vous voulez, comment dirais-je, les quelques paroles de jeunes, une dizaine de jeunes de 13 à 15 ans, que nous avons enregistrées dans le 93. L'école, ça ne m'intéresse pas. L'école, c'est pourri. Fuck les études. L'école, c'est de la merde. Je ne me sens pas intégré. Il faut être blanc pour réussir. Je ne me sens pas français. Je ne pense rien de la France, je m'en fous. Je ne suis pas français. Je m'en bats les couilles de savoir si je suis français ou pas. La police, pour moi, c'est des gros bâtards. La police, je les baise. Les gros bâtards, je les crée tous. Ils ne sont pas réglo. Les keufs, ça ne sert à rien. Toujours nous casser les couilles, jeter la route. La banlieue, c'est pas la France, c'est pas notre pays. Voilà les jeunes que j'avais avec moi. Ces jeunes-là, au bout de quelques mois, quelques jours, je vais vous citer un exemple. Nous avions une semaine de préparation militaire, donc avec les armées, avec qui on avait des relations par contrat. On avait ces jeunes pendant une semaine dans des camps, dans des bases aériennes, etc. On les mettait à l'extérieur de manière à ce qu'il n'y ait pas de rencontres, j'allais dire, qui pouvaient être déstabilisantes à la fois pour les militaires d'acquis comme pour les jeunes qui n'étaient pas forcément, j'allais dire, capables de voir la différence avec des gens qui avaient 2 ans de militaire et eux qui n'avaient rien. Et donc, au cours de ce séjour, il ne s'agissait pas de porter des armes, il s'agit de leur faire connaître le collectif, la vie en collectivité, l'effort ensemble, le souci de l'autre, etc. Et donc, au bout d'une petite semaine, j'étais invité par les
formateurs, qui étaient légèrement des réservistes, et donc le colonel ou le général qui était en charge de l'affaire venait également sur le terrain, et on remettait un diplôme. Et donc les jeunes étaient en uniforme, avec l'uniforme, et on était en carré, il y en avait c'était des jeunes de Lille, une soixantaine, et ils m'ont montré les couleurs. Ils étaient en rang, ils montent les couleurs garde à coup, donc c'est les jeunes qui montent les couleurs, et là, ils se mettent à chanter les Marseillaises. Là, le général se tourne vers moi, il m'a dit, mon général, on leur a pas appris. Les mecs ont chanté les Marseillaises tout seuls. Et après, on leur remet un petit diplôme, en disant, Mohamed a réussi à passer ce truc, on remet un petit diplôme. Il y en a un qui vient vers moi et qui dit, voyez, mon général, c'est la première fois que je me sens français. Première fois que je me sens français. Donc, rien n'est perdu. La politique d'assimilation, vous l'aurez compris, et pour l'instant, pour me semble-t-il, est un échec. Mais un échec, mais on peut, j'allais dire, le vaincre et essayer de faire en sorte d'aller au-delà. La cession des quartiers est une réalité. Il y a 1000 quartiers aujourd'hui qui échappent à la République. 1000 quartiers, c'est pas grand-chose. Ce qui est important, c'est la population. C'est-à-dire que les 1000 quartiers échappent à la France. Ils sont tenus par des bandes, mais ces bandes terrorisent le public, et le public, c'est les parents, les amis, et tout ceci, ça représente grosso modo 10% de la population. 10% de la population. C'est sur cette population-là qu'il faut fournir les efforts, ça a été dit ce matin. C'est un recul constant, et ça a été redit, je le dis, c'est un recul constant et visite de l'État dans ses missions régaliennes, bien évidemment tous les jours. Alors, l'éducation nationale a mis les pouces, ça a été dit. Lire, écrire, compter et se comporter, eh bien c'est de plus en plus compliqué, de plus en plus éloigné, de tout le monde. L'insécurité, ben, on le voit tous les jours, on le vit tous les jours. C'est des délits de droit commun, trafic, drogue, terrorisme, zones de non-droit, règlement de compte, phénomène des bandes. Vous agitez tout ça, vous mettez tout ça bout à bout, et vous vous rendez compte qu'une chose, c'est que la police ne va plus dans les quartiers. Et la police ira de moins en moins dans les quartiers. La police n'est pas là pour se faire tuer. La police ne peut plus tenir le terrain. Donc si nous ne faisons rien, le terrain est, j'allais dire, est miné, est tenu par les bandes, et ça sera tenu par les bandes longtemps. Alors, vous allez me dire, mais alors, et les décideurs? Les décideurs, je les ai vus, je les ai côtoyés, je les ai rencontrés. Ils sont fuyants. Ils sont fuyants. Pour décider, il faut du courage et de la volonté. Ont-ils le courage et la volonté? Je vous laisse un point d'interrogation. On a répondu déjà ce matin. Alors je dirais que ce public touché, en priorité, c'est cette population-là. Cette population-là qui a choisi la France, qui est venue, mais finalement qui se désespère en disant mais je ne peux pas sortir le soir, je ne peux pas aller au cinéma, je ne peux pas aller faire mes achats parce qu'il y a des checkpoints partout, je ne peux pas prendre ma voiture, elle brûle de temps en temps, c'est les autres qui font brûler. Donc que fait l'État? L'État, il fait ce qu'on voit tous les jours, pas grand-chose, à leurs yeux. J'ai été frappé également par les prémices de guerre civile. Deux choses. La mort du lieutenant-colonel Beltrame, et puis, peu après, la décapitation du professeur Paty. Je pense que là, nous avons basculé dans autre chose. C'était plus une violence, c'était véritablement un destin, un dessein pour, j'allais dire, montrer à la population française, j'allais dire chrétienne peut-être, qu'il était temps que d'autres arrivaient et d'autres allaient prendre le pas. Du coup, j'ai fait deux choses. Je me suis inscrit tout de suite à la lettre des généraux, quand j'ai été sollicité par Jean-Pierre, j'ai dit je signe tout de suite des deux mains. Et donc, voilà, je fus un des généraux à avoir signé ce courrier maintenant il y a 2 ans et demi. Et s'il fallait le refaire, on m'a posé la question hier, pour le refaire, j'ai les yeux fermés, je le referai. Et cette lettre des généraux a fait un déclic, je pense, a donné un déclic auprès de nos politiques. Les politiques de droite ne nous ont pas soutenus, mais ça on n'est pas étonné. Les politiques de gauche nous ont fait une publicité folle, et donc on a pu aller dans les médias et faire connaître Place d'Armes. Mais je pensais que je pensais avoir réussi mettre 2000 jeunes hors du schéma classique des bandes, mais je me dis ça suffit pas, il faut que j'écrive. Et donc j'ai pris ma plume, j'en suis à mon 4e livre, donc j'ai écrit un manifeste qui est sorti au moment des élections présidentielles et que j'ai adressé à tous les candidats, qui s'appelle Avant qu'il ne soit trop tard, et je montrais là, voilà ce qu'il faut faire. Le pays est en danger, avant qu'il ne soit trop tard, voilà ce que vous, les politiques, vous devez faire. Aucune écoute, aucune entente,
tout le monde, personne ne m'a écouté. Alors ça tombait mal parce que c'était des élections, il y avait le Covid, il y avait l'Ukraine, enfin bref, tout était prétexte pour ne pas écouter ce qui se passait en France. Aussi, je pense qu'aujourd'hui, je me suis posé la question, là aussi, donc j'ai profité de ce temps qui m'était de réflexion pour me dire, va-t-on vers une guerre civile? La question peut se poser. Aujourd'hui, nous avons le choix entre trois solutions. La première, c'est on laisse faire. C'est-à-dire on laisse faire. C'est la poursuite du délitement, à nos frais, on paye. Davantage qu'une partition, c'est-à-dire on laisse faire, c'est poursuite du délitement. Donc on va avoir une France en pôle léopard, avec des régions qui se détacheront et qui seront en quelque sorte éparpillées avec leurs propres lois, la charia, etc. Et comme me dit quelqu'un dans les banlieues, Emmanuel, aujourd'hui on est libre, parce que vous n'avez pas été capable de nous insérer depuis 40 ans. On est libre. Donc on a nos lois, on a notre boucherie halal, on se balade, nous, on peut se promener tranquillement, mais demain, on sera indépendant. Vous vous rendez compte? Demain, on sera indépendant. La deuxième chose que l'on peut faire, ça c'est une réaction violente, c'est une réaction armée, violente, de reconquête. C'est-à-dire qu'on y va, mais là, les amis, c'est la guerre civile totale. Circonscrite peut-être à un certain nombre de quartiers, si j'en mets 1000, mais 1000, il faut y aller quand même, 1000, mais que va penser à la fois la population musulmane de France, qui, je vous le rappelle, est quand même la deuxième religion aujourd'hui en France, et puis surtout l'extérieur, et que vont penser nos armées. Et ce qu'on peut faire avec une armée de 150 000 hommes, aujourd'hui, ou 100 000 hommes fantassins, peut-on faire dans les banlieues? J'en suis pas certain. Alors, c'est la raison pour laquelle je me suis posé la question, y a-t-il une troisième voie possible? Moi je dis, Emmanuel de Richouf, oui, il y a une troisième voie possible. Et je ne sais pas si on peut... oui, voilà. Une troisième voie possible. Du fait de la réaction des jeunes que j'ai vécue, avec laquelle j'ai vécu, que je vois tous les jours, et cette réaction est de la population. La population que j'ai côtoyée qui dit, faites quelque chose, nous la France, on est en France, on veut vivre en France, quoi. On est abandonné. Et donc, je pense que j'ai écrit un autre livre qui devrait bientôt sortir, j'ai expliqué, voilà ce qu'il faudrait faire, et maintenant, voilà comment il faut faire. Et comment il faut faire, pourquoi? C'est pour recoller notre France fracassée. Recoller notre France fracassée, comment reconquérir les quartiers et les cœurs. Comment reconquérir les quartiers et les cœurs. Alors, je prends bien évidemment, j'ai mis, ça c'est une annexe, extrêmement important. Il y a deux choses à faire initialement. C'est un audit complet de qui fait quoi à la politique de la ville. La politique de la ville, on ne sait pas où passe l'argent, on ne sait pas qui fait, on ne sait pas combien ça coûte vraiment, et on ne connaît pas le résultat vraiment. Donc il faut véritablement avoir un audit sérieux, ce serait le premier, pendant 6 mois, où on puisse vraiment appliquer, comme tout à chacun dans une entreprise, qui fait quoi et combien ça nous coûte. La deuxième chose, c'est la création d'un haut commissariat chargé de la politique de la ville. C'est-à-dire qu'on abandonne, il faudrait abandonner cette dispersion des financements sur X ministères, associations, etc., le mettre auprès d'une structure rattachée au Premier ministre, qui a la vision stratégique, politique, et qui puisse, bien sûr, œuvrer au mieux des intérêts de nos concitoyens dans les quartiers et dans les villages. L'autre point, c'est pendant que vous allez faire ça, vous allez dire, pour l'instant, on ne fait rien. Mais si, on va faire. C'est-à-dire qu'il faut tout de suite, travailler au niveau régional pour faire en sorte que les jeunes, tout de suite, on puisse prendre X centaines de jeunes, région, ça fait X milliers de jeunes, qui puissent faire comme je l'ai fait, qui puissent avoir une perspective sur 6-8 mois pour intégrer l'entreprise au monde du travail. Et ça ne peut être fait, à mon sens, que si nous mettons auprès de chaque préfet de région un ancien militaire du grade de général qui puisse coordonner l'ensemble des partenaires tels que je l'ai fait, puisqu'un général, il est écouté, il peut parler à des jeunes, à des anciens, des entreprises, à l'administration, chercher des financements. Et là, vous avez tout de suite, on fait quelque chose, on prouve
à la population qu'on peut faire quelque chose, que le gouvernement fait quelque chose, et qu'il y a des changements de posture. Donc on est sur quelque chose d'emblée, mais vous avez compris, avec un souci d'avoir une structure qui fasse véritablement, qui prenne le temps de faire. Transparent suivant, c'est possible? S'il passe? Attends. Alors, vous aurez compris, parce que la question m'a été posée, les secondes posées, mais que pourraient faire les militaires? Je pense que les militaires, il faut qu'ils soient à 3 niveaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons un certain nombre de niveaux de responsabilité. Oui, c'est bon. Un niveau de responsabilité nombreux et dispersés qui ne permettent pas d'avoir une claire vision des choses. Moi, je pense qu'il faut avoir trois niveaux. Le niveau étatique, le niveau gouvernemental, qui va fixer les orientations sur les années qui viennent, puisque c'est quelque chose qui va prendre 10-15 ans, au moins. Donc on a les grandes orientations, la stratégie. Cette stratégie, elle doit être développée à un deuxième niveau, c'est le niveau régional. La région économique, c'est là où tout se passe, c'est là où il y a les entreprises, c'est là où on connaît les besoins, c'est là où la région peut j'allais dire, initier des projets. Et puis au niveau communal, au niveau village, au niveau ville, parce que c'est le maire qui connaît ses ouailles et qui saura dire ben, c'est un tel, il faut le faire sortir, etc. 3 niveaux. Donc il faut 3 niveaux, j'ai les donne de militaires. Un niveau au plan national, je l'ai dit tout à l'heure, au plan national, c'est-à-dire le haut commissariat. Au plan régional, auprès du préfet de région. Et au niveau, j'allais dire, local, quelques militaires détachés, enfin quelques militaires à la retraite, du genre adjudant-chef, sous-officier supérieur et ou sous-officier subalterne, qui puissent travailler en cheville avec les associations qui mettront la main à la pâte. Ces associations connaissant les jeunes, mais n'ayant pas forcément toutes les qualités de rigueur, de discipline, etc. Et les militaires connaissant bien les hommes, parce qu'on travaille avec les hommes toute la journée, et bien puissent apporter, j'allais dire, leur savoir-faire. Présence militaire à 3 niveaux. Donc vous allez me dire, oui mais d'accord, mais dans les banlieues, là, où ça chauffe terriblement, comment fait-on? Parce que on va prendre les jeunes, bien évidemment, les jeunes que l'on voit, qui sont, j'allais dire, sauvables immédiatement. Eh bien, dans les jeunes qui ne sont pas sauvables immédiatement, comme je vous l'ai dit, la population prisonnière. Pour que cette population se sente en sécurité et que la police n'intervient plus, ne veut plus intervenir, il va falloir qu'on travaille avec les armées. Donc là, je propose 5 quartiers, une expérimentation sur 5 quartiers. Ça nécessitera sur la gauche de l'écran une réflexion, un travail amont d'organisation assez important, tant au niveau des civils que des militaires, de manière à ce que l'on puisse, au bout de 2-3 mois, afficher la volonté de la cible des 5 quartiers. Ça peut être Marseille, Paris, que sais-je encore, Lyon, là où ça chauffe vraiment. Et là, les armées viennent pour jeter un dispositif de sécurisation. C'est-à-dire qu'on vient, pendant un certain temps, comme on va